la gestion d'une marque n'est pas l'affaire uniquement des publicitaires. Une marque est un actif stratégique pour l'entreprise. Ces dirigeants ne sont pas aidés par de nouveaux entrants sur le marché qui vont être dans du flattage d'ego, dans du monsieur le patron, vous avez totalement raison. Mais la marque Maroc est une marque qui a été valorisée au même titre que les grandes marques au niveau international. Malheureusement, peu de gens en parlent. Amine Laraki, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés et j'ai eu le plaisir de participer à un événement récent dont on parlera tout à l'heure où on a pu reprendre langue. Mais tout d'abord, je voudrais que tu expliques un peu à nos amis, mais qui est Amine Laraki? D'accord. Alors, Amin Laraki, je vais dire, c'est un homme libre. Un homme sagement rebelle. Alors, rebelle ne veut pas dire révolutionnaire, mais plutôt une personne réformiste. Alors, je reviens à la première personne du singulier. Je suis né il y a 57 ans à Casablanca, dans une famille relativement bien lotie. Fils de médecin. Ma mère était femme au foyer parce qu'elle n'avait pas besoin d'aller travailler, bien que c'est une femme lettrée. Heu, Elle était très cultivée également. Hem Et puis j'ai grandi, je suis né dans ces conditions-là, mais j'ai grandi dans des conditions diamétralement opposées. Mon père est décédé, lorsque j'avais, 1 an et demi. Et donc après son décès, c'était un moment de bascule, où les conditions ont totalement changé. Donc je suis né riche, mais j'ai grandi autrement. Hem, j'ai grandi dans une famille, aimante, avec une mère qui bataillait, comme elle pouvait pour, nourrir ses 3 enfants. Et puis, la figure paternelle qui était importante, enfin qui est importante pour tout le monde, je l'ai reportée sur, le grand frère, qui était une personne, très, très proche et très aimante, hem, mais qui a décédé aussi lorsque j'avais 10 ans. Et donc je me suis retrouvé à l'âge de 10 ans dans une maison, qui a subi une tempête et dont il ne restait que quelques murs un peu penchés. Et tout de suite, ça m'a obligé d'être, de facto l'homme de la maison. Donc avec les responsabilités que ça implique, avec le degré d'engagement et de sérieux que ça devait représenter. Et et puis c'est quelque chose qui m'a très, très fortement forgé. S'il fallait, revenir en arrière, je dirais: «Adieu ne change rien», vu ce que tout ça a pu m'apporter comme enseignement, comme force, et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai grandi dans ces, conditions, plutôt pas évidentes, surtout, sur un plan social, sur le plan du regard des autres. C'était pas évident. Ensuite, j'ai passé mon bac, je suis parti en France, je suis revenu pour, travailler dans mon pays que j'adore, et je suis surtout revenu retrouver une mère qui avait besoin d'un point d'appui. Voilà, donc suite à ça, je me suis lancé dans la vie professionnelle avec un premier passage, dans le groupe ONA, puis ensuite, j'ai occupé des fonctions de direction, marketing dans multinationales, en entreprises, marocaines, avant de rejoindre le conseil en communication, où j'y suis depuis, un peu plus de 20 ans. Revenons sur cette partie première de ta vie
où tu as dit que tu avais subi pas mal de choses et ce qui m'intéresse, tu as parlé du regard des autres. Ouais. Quel a été ce regard et qu'as-tu fait pour essayer de transcender ce regard? C'était un regard de jugement, un regard parfois de pitié. C'était rarement un regard qui pouvait dire, «Yes, you can». On est dans un monde fataliste. On considère que quand il y a un problème, un échec, ce n'est pas une c'est quelque chose qui tire vers le bas et pas quelque chose qui fait grandir. Ma bataille a toujours été là, de montrer que j'étais peut-être meilleur que les autres, que parfois j'en savais plus que les autres, même à un âge, même pendant l'enfance ou l'adolescence. Donc voilà, le regard était plutôt dans ce genre-là et puis surtout ce qui dérange dans ce type de regard, c'est la comparaison. C'est se comparer à d'autres personnes qui sont dans d'autres conditions. C'est pas évident, mais comme je te l'ai dit, la nature a horreur du vide. On finit par développer d'autres choses, d'autres capacités, d'autres facultés qu'on n'aurait pas eu autrement si on était dans le confort absolu. Alors justement, pour clore la séquence, est-ce que tu penses qu'en 2026, Mmh. le passage d'une caste à une autre, inférieure, entre guillemets, avec ses regards a changé ou est-ce que tu penses que c'est toujours la même chose? Moi, pour moi, c'est toujours la même chose. Rien n'a changé à ce niveau-là. Je pense qu'il y a toujours le même esprit traditionnel dans l'éducation, dans la façon de voir les autres. On dramatise énormément la psychothérapie. On considère qu'il n'y a que les fous qui vont chez les psychologues, psychiatres, etc. Or, c'est une véritable béquille, la psychothérapie, et elle est extrêmement importante. Heu, voilà, donc non, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là et beaucoup à revoir, beaucoup à réformer. Et toi-même, à un moment donné, pour sortir de tout ça, est-ce que tu t'es dit: «J'ai besoin de me faire aider pour mieux me comprendre et mieux comprendre les autres» ou est-ce que tu as fait un travail tout seul? Alors, dans le temps, c'était beaucoup moins évident de penser. Aujourd'hui, on commence à peine à avoir le réflexe de l'aide psychologique ou psychiatrique. Hem, Avant, c'était pas du tout un réflexe. Donc je me suis retrouvé à entrer à un très jeune âge en questionnement avec moi-même. Et puis, je j'ai été chercher des réponses, dans la littérature, dans les parfois dans les écrits, même jeune, à l'âge de 14 ans, je me rappelle, lire de manière assez assidue, Imam Razali, Lettres aux disciples. Je trouvais ça extrêmement parlant, extrêmement intéressant et puis par la suite, les grands débats, les grandes discussions avec moi-même étaient constantes. Alors, quel héritage de cette période ou quel enseignement tu as essayé d'exprimer avec tes enfants? Ouais. Alors, la première chose que j'ai cherché à faire, c'est déjà à partir de la définition étymologique de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'éducation, si on se réfère à sa définition, à ce qu'elle est, enfin sa définition latine, éducation, c'est ex ducere, qui veut dire détaché de soi. Donc la première des choses que j'ai cherché à faire, c'est à faire de sorte à ce que mes enfants se détachent de moi le plus rapidement possible et qu'ils développent rapidement une liberté et une autonomie intellectuelle et de conscience dès qu'ils le peuvent. Et ça, aujourd'hui, ils en sont conscients? Ouais, totalement. Totalement, j'en parle énormément avec eux et puis on le pratique au quotidien. Je ne suis absolument pas celui qui sait tout, celui qui leur dicte quoi faire. Je suis un peu un garde-fou, un gatekeeper. Et ça marche, Dieu merci, ça marche très, très bien. Tu es dans l'univers de la communication. Je rappelle que tu es directeur général de Zone Bleue.
Qu'est-ce qui t'a amené vers cette industrie de la communication? Et Alors, pourquoi? je parlais au tout début, je disais que j'avais une âme de réformiste et j'ai toujours vu la communication au Maroc, en tout cas l'activité, comme étant une activité qui ne demandait qu'à être structurée, qu'à être professionnalisée. Quand je comparais ce qui se passait ici avec d'autres pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre, et cetera, je voyais qu'on était, alors c'était au début des années 2000, qu'on était encore dans une démarche assez, artisanale de la communication et de la communication publicitaire, que ça manquait de ressources, ça manquait de compétences, ça manquait de structure, ça manquait de vision et c'est un petit peu ça qui m'a porté et qui a fait que je suis arrivé, on m'a proposé de prendre mes fonctions là où je suis, et j'ai tout de suite, lorsque j'ai pris mes fonctions, tout de suite, amorcé un projet d'entreprise qui consistait à faire passer, la structure dans laquelle j'étais, à un statut de groupe d'agents spécialisés et alhamdoulilah, ça a bien fonctionné. Le temps m'a donné raison et c'était ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, justement, cette industrie de la Mmh. communication Ouais. n'est-elle pas en train de vivre une vraie révolution, pour ne pas dire une mutation obligatoire à cause ou grâce à la révolution de l'IA, etc. Quelle est ta lecture de ce contexte actuel? Alors pour moi, l'industrie publicitaire est aujourd'hui portée par des personnes qui ont le nez dans le guidon. Heu, qui, et qui ont besoin très, très rapidement d'avoir une, sorte de strabisme divergent. De Qu'ils aient un œil qui voit leur day to day, mais un autre œil qui regarde l'évolution de ce marché-là et ce qui est en train de se tramer à l'aune de l'intelligence artificielle. Alors, pour étayer, si tu veux, je peux étayer tout ça. Heu, Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est sur une surconsommation et une surproduction de contenu. Donc on vit cette période de surmessage, et on le vit tous. Hem, s 90 des contenus numériques, produits, enfin existants actuellement, ont été produits les 24 derniers mois. Donc vous voyez la croissance exponentielle que représente la production de contenu et donc par conséquent la consommation de contenu. Donc finalement, les marques pour lesquelles nous travaillons ne sont plus face à un enjeu de visibilité, elles sont face à un enjeu de lisibilité et de clarté. Et ça, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ce point-là. Pour être encore plus précis par rapport à ça, quand vous cherchez une marque sur Google, je vais prendre exemple d'un établissement, touristique. Sur Google, on va aller chercher hôtel 5 étoiles, Marrakech. OK? Et il va nous sortir, tout ça avec le référencement, où les premiers qui ont fait un référencement payant vont monter, ensuite les autres viendront, puis on aura du Booking, et cetera, et cetera. TripAdvisor qui sont très bien référencés et qui arriveront parmi les premiers. Et puis ça donnera un choix extrêmement large dans lequel on risque de se perdre complètement. Avec l'IA, on n'est plus rendu à ça. On est rendu à, non pas à dire hôtel 5 étoiles, mais à formuler une requête détaillée. Je cherche un hôtel 5 étoiles à Marrakech, sachant que je suis un passionné de golf et que ma femme aime le spa, voudrait avoir un spa et une cure de bien-être, et cetera, dans cet hôtel-là. Je voudrais, ne pas être très loin de la ville et j'ai mes enfants avec moi, donc je voudrais avoir un programme, dessiné pour les enfants et cetera. Et donc l'IA, partant de ce type de requêtes qui sont de plus en plus précises, va aller chercher la réponse la plus précise qui existe sur internet. Donc elle va aller agréger tous les contenus émis par la marque elle-même de l'établissement touristique
sur l'ensemble des plateformes, que ce soit sur Internet, sur le web, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des blogs, sur des forums, etc., ou même sur des plateformes sociales. Et donc, l'IA va agréger tous ces éléments-là et va voir est-ce que ces éléments-là représentent la narration qui converge vers la définition que lui a donnée la personne qui a recherché cet établissement. Donc, est-ce que cette marque raconte exactement et est-ce qu'elle est cohérente et est-ce qu'elle est convergente? Et donc, quand elle va scanner toutes les marques qui sont floues dans leur définition vont être écartées. Alors, Les marques qui sont précises dans leur définition vont être considérées, même si elles ne correspondent pas à 100% à la demande qui a été mise, mais elles vont être considérées. Donc, à aujourd'hui, il y a un enjeu de clarté extrêmement important chez les marques si elles veulent continuer à être considérées, que ce soit par le public, par le grand public, à travers la consommation des contenus, ou que ce soit à travers l'IA qui fait des requêtes très très précises. alors justement, puisqu'on en arrive à ce niveau de sophistication, est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de l'industrie sont conscients de cette révolution véritablement? Et est-ce que les entreprises, donc les corporates, sont conscients du travail qu'il y a à faire pour changer de paradigme quant à leur relation avec les agences de communication? Oui et non. Alors, non, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un manque de strabisme divergent. On est focalisé sur le quotidien, sur les problématiques du quotidien, sur ce qui doit être livré, sur le livrable, mais on se penche rarement sur l'avenir. Alors, il y a effectivement une association des agences conseils en communication qui va traiter des sujets qui sont là aussi assez court-termistes, moyen-termistes, qui va devoir se pencher aussi sur la question, ça on est tout à fait d'accord. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Il faudrait que on prenne de la hauteur par rapport à ces éléments-là et qu'on ose sortir de notre endogamie de publicitaire pour réfléchir avec des personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont leur mot à dire là-dedans. Parce que la gestion d'une marque n'est pas l'affaire uniquement des publicitaires. Une marque est un actif stratégique pour l'entreprise. Elle est avant tout l'affaire de la gouvernance de l'entreprise, avant d'être l'affaire de la communication. Donc la marque doit monter d'un étage pour être gérée, pilotée, gouvernée par le top management. Alors, sur cette base-là, je disais, il va falloir s'ouvrir et qu'à un moment donné, on puisse créer une sorte de collectif, de collectif d'experts où les communicants seraient représentés, certes, mais ils ne représenteraient pas la majorité. Ces personnes-là, dans ce type de collectif, on aurait des communicants, des hommes de médias, journalistes, etc., des hommes de RH, des psychologues, des sociologues, des académiciens, professeurs universitaires. Donc on aurait toutes les disciplines qui, de près ou de moins, contribuent au développement d'une définition correcte et juste de ce qu'est une narration et ce qu'est une marque. On va revenir à l'histoire des marques. Je voudrais que tu partages avec nous ta vision ou ta lecture de comment le consommateur marocain ou le citoyen marocain a évolué aussi en fonction de l'offre publicitaire. Est-ce que c'est un consommateur ou est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a une exigence justement sur ce qu'on doit lui donner comme contenu ou est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de maturité est encore assez bas pour lui servir n'importe quoi? Non, je pense que le consommateur marocain a très fortement évolué et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Il est très exigeant sur les qualités intrinsèques d'un produit ou sur même les messages qu'on lui transmet.
Et on a tendance à oublier ça. Et je pense que la maturité n'est pas à aller rechercher chez le consommateur. Il faut aller la rechercher chez nos dirigeants. Chez les dirigeants d'entreprise, c'est là où il faudrait qu'il y ait une maturité publicitaire, de sorte à ce que ce qui est émis publicitairement colle exactement avec les attentes du consommateur final. Je lisais récemment un post qui a été fait par un collègue sur le mimétisme publicitaire durant ce ramadan, et je lui ai répondu en tout simplement, voilà quelle est la définition du biais de conformité. Et on vit avec un biais de conformité qui est très, très, très prononcé dans notre pays. Et surtout, de la part de nos dirigeants qui sont beaucoup plus rassurés dans le moi aussi que dans le moi singulier et différent. Mais justement, est-ce que, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que le rôle d'une agence de communication n'est pas d'être dans cette profondeur pour faire changer d'avis les dirigeants pour qu'ils évoluent et qu'ils fassent évoluer leur marque, plutôt que de servir leurs égos pour pouvoir garder uniquement la dimension business? Tout à fait. Alors, oui, c'est le rôle des agences et je te rassure, elles le font. Et elles le font très fortement et en continu. Maintenant, je ne dis pas que tous les dirigeants sont comme ça. Alors attention, je parle peut-être une majorité, mais heureusement et Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça. Heu, alors, ces dirigeants ne sont pas aidés par de nouveaux entrants sur le marché qui vont être dans du flattage d'ego, dans du «Monsieur le patron, vous avez totalement raison, on va faire exactement ce que vous demandez». Or, un vrai prestataire, un vrai conseiller, c'est quelqu'un qui remet en question. C'est quelqu'un qui, questionne les systèmes établis, et avant tout, on est des créatifs et des créatifs, ce sont les ennemis de l'ordinaire et c'est ça le métier, c'est comme ça qu'on doit être, et c'est comme ça que nos dirigeants doivent nous voir et accepter le fait qu'on repousse les limites, qu'on est là pour les amener à sortir des sentiers battus, mais c'est un travail commun, je te l'accorde, c'est un travail conjoint entre les émetteurs, les annonceurs, les entreprises et les agences, conseils en communication. Et c'est pour ça que je parlais de sujets qui doivent être pris en main par un collectif à travers lequel il n'y a pas de conflit d'intérêts. Mais justement, en t'écoutant, j'ai une image de météorite. Ouais. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a eu tellement de nouveaux entrants Mhm. que les acteurs historiques ont perdu la main, entre guillemets, sur, on va l'appeler comme ça, le narratif de la com en général ou de la com 360, et que cette multiplicité aujourd'hui fait que il y a une dilution du professionnalisme, de la rigueur, et donc ça a un impact sur la qualité quand même et sur l'influence, non? Tout à fait. Alors, tu parles de météorites, je parlerai dans le même sens de chaos, de systèmes chaotiques, pléthoriques, atomisés. Et tu sais très bien, mieux que moi, que l'ordre vient du chaos. Et il y aura un ordre qui va s'établir et un retour en force des enseignes qui sont sérieuses, qui sont là, certainement les historiques, heu, qui font très bien leur métier. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il y a une évolution qui est là, qui attend ce marché, qui va se structurer dans les années à venir. Et là, on verra qu'il y aura plus de place pour les canards boiteux. Alors, je vais utiliser un terme que vous utilisez beaucoup. Si on ferme les yeux, quel est le persona type de l'agence de com d'ici 5 ans? C'est le sage rebelle. Mais encore? C'est le conseiller qui chuchote à l'oreille du patron, qui est une sorte d'accoucheur qui va travailler en profondeur les stratégies et qui va faciliter le travail à la direction de la communication et qui va faire la jonction, le lien entre la direction de la communication et le numéro un de l'entreprise.
Et qui produit derrière? Alors, après, derrière, il sera l'orchestre de tout le déploiement qui viendra derrière. Donc, ce persona sera l'orchestre du déploiement, de la mise en œuvre, et il sera le garant de la cohérence de la narration. Donc derrière, ça veut dire qu'il y a un écosystème Alors, d'acteurs qui produisent. bien évidemment, regardez les cabinets de conseil. Les cabinets de conseil sont structurés de cette façon-là. Vous avez les cabinets de conseil proprement dit, et puis vous avez le déploiement qui est soit fait par eux, soit, et très souvent, c'est fait par d'autres. Mais bien évidemment, sous le contrôle de la cohérence stratégique qui est émise par ce cabinet de conseil. Récemment, tu as lancé l'indice de clarté des marques. Ouais. J'étais assez curieux, donc j'ai un peu bouquiné là-dessus et j'ai assisté donc à ce lancement. Tu as beaucoup insisté au début de ce podcast sur la clarté des marques. Cet indice, en 2-3 mots, pas compliqué, pour qu'il soit audible et accessible, c'est quoi et ça se mesure comment? Alors, cet indice, on a eu l'idée de créer cet indice avec un cabinet partenaire, parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, la notion de clarté devient capitale. Ça devient un actif stratégique pour les marques. Et donc, tout ce qui se pilote doit être à un moment donné mesuré, pour ne pas rester dans le subjectif. Cet indice de clarté est un indice qui mesure, enfin qui crée une pondération entre plusieurs critères qui sont la lisibilité de la marque à travers ses contenus, sa cohérence, l'équilibre de son discours, est-ce qu'il est équilibré dans le temps, et le focus qui est, est-ce que cette marque a un focus? Est-ce elle converge vers une définition singulière de ce qu'elle est, ou est-ce qu'elle est dispersée? Et dans quel cas, si elle est dispersée, l'indice est très bas, enfin est plutôt bas. Si elle est focus, avec tous les autres éléments qui sont bien scorés, l'indice est élevé, mais on a été très agréablement surpris par l'indice élevé de clarté de certaines institutions marocaines. Voilà. La clarté vient-elle d'abord de la bonne définition d'un projet d'entreprise pour qu'il soit suffisamment lisible en interne et ensuite en l'externe? C'est quoi? C'est la plateforme de marque qui fait l'histoire? Exactement. C'est une cohérence et une parfaite symétrie interne-externe. Ça, c'est une condition sine qua non. L'autre point, c'est que la clarté, on va dire, c'est tout simplement qu'une entreprise soit capable, ou une marque d'entreprise, soit capable d'être définie en une seule phrase, que ce soit par l'externe ou par l'interne. Or, aujourd'hui, je te défie de faire l'exercice suivant, de demander à un dirigeant d'entreprise de te définir en une phrase ce qu'est sa marque ou ce qu'est son entreprise. Dans beaucoup de cas, je ne dis pas dans tous les cas, là encore, attention, il ne faut pas que je me fasse d'ennemis, mais dans beaucoup de cas, le dirigeant d'entreprise aura du mal à définir sa marque. Il se définira comme étant, mais d'une façon très premier degré, très fonctionnelle. Mais se définir en tant qu'entreprise, comme je donnerai quelques exemples de définition, c'est pas très courant. Maintenant, ce qui est encore pire, c'est que, et ils le reconnaissent eux-mêmes, les patrons d'entreprise, ils vous disent non seulement on a du mal à définir, mais c'est pas ce qui est le plus compliqué, on arrivera à le faire. Mais le problème, c'est que quand je pose la question à mon entourage, dans l'entreprise, chacun me donne une définition différente. Alors, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Dernièrement, j'ai rencontré un très grand dirigeant d'un groupe marocain qui m'a dit exactement ça. Et qui me dit, quand je pose la question aux personnes autour de moi, j'ai autant de réponses que de personnes à qui j'ai posé la question. Et donc, vous voyez, comment vous voulez être clair auprès de votre public si déjà, vous, avec votre garde rapproché, n'êtes pas clair sur la définition de votre entreprise et de votre marque? Alors, soyons concrets. Comment tu définis zone bleue?
Alors, Zone Bleue apporte des solutions créatives à des problématiques de business. Et donc, si je pose la question à tes collègues ou à tes collaborateurs, ils sont Absolument. censés me répondre la même chose. Absolument. On Donc, peut les appeler tout de suite. le travail de clarté a été fait à ce niveau-là. Absolument. Très bien. Essayons de monter d'un étage, si tu veux Ouais. bien, ceci de clarté, une marque. Mhm. Le Maroc est une marque. Ouais. Quelle est ta lecture de la clarté de la marque Maroc aujourd'hui, en interne et en externe? Alors, la CAN nous a apporté son lot d'enseignements. Et je pense qu'il y a une chose extraordinaire qui s'est produite, c'est qu'elle a mis tout le monde d'accord. D'accord sur quoi? D'accord sur l'absence d'une narration structurée. Sur le fait que le Maroc a subi la narration, il ne l'a pas construite et il ne l'a pas émise. Ça a été une narration tournée autour de nous sommes un pays connu pour son hospitalité, on est très hospitalier, on est un pays de personnes gentilles, de personnes, on a une très belle infrastructure, etc., etc. Ça a été du subi, mais du subi positif. Mais sauf que, n'ayant pas construit une narration complète, on a subi toutes les attaques qu'on a pu avoir de la part de nos ennemis en dehors du pays. Alors, maintenant, effectivement, il y a le sujet de la marque Maroc qui est posé depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la marque Maroc a été évaluée par Brand Finance. Elle a été évaluée financièrement. Je n'ai pas en tête le chiffre, mais c'est un très très gros chiffre. Il me semble, si je ne me trompe pas, de l'ordre des 40 milliards de dollars, mais je demande, il faut vérifier ça. Mais la marque Maroc est une marque qui a été valorisée au même titre que les grandes marques au niveau international. Malheureusement, peu de gens en parlent. Peu de gens se disent, et il n'y a eu personne qui est arrivé pour dire elle a une valeur, qu'est-ce qu'on doit faire pour capitaliser sur cette valeur, développer cette valeur, et quelles actions on doit entreprendre. Et là, effectivement, il y a cette notion de marque employeur qui doit être ressortie un peu des vieux cartons et qui doit être approchée, qui doit être développée, travaillée. Et tout à l'heure, tu me parlais de marque. Je te disais que la marque n'est pas que l'affaire des communicants. La marque est avant tout une affaire de gouvernance. Donc cette marque employeur doit être portée par les personnes qui veulent bien prendre ça en charge. Elle n'est pas l'affaire que du ministère du Tourisme, de l'ONMT, du ministère des Affaires étrangères, etc., où aujourd'hui chacun travaille de son côté, mais il y a besoin de faire converger ces récits vers un récit fédérateur. Et c'est ce récit fédérateur qui doit être défini aujourd'hui selon une démarche scientifique, structurée et cohérente. Mais est-ce que ce manifeste, Ouais. ou manifesto, comme vous l'appelez dans vos contrées de communicants, c'est l'élément principal qui manque à la narration Maroc aujourd'hui? Absolument. On ne peut pas rester uniquement sur l'exemple que tu donnais ou sur la Coupe du Monde du Qatar. Je pense que le momentum Maroc nécessite une véritable narration nouvelle, Tout à fait. liée à un projet nouveau, à un momentum nouveau. La question maintenant que je nous pose tous collectivement, c'est: est-il possible aujourd'hui de construire ce manifesto? Absolument. Il est évident qu'il est totalement et tout à fait possible, et il faudrait le faire. Il faut tout simplement rassembler toutes les parties prenantes. Et c'est ça qui est moins évident. C'est ça qui n'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il faudrait le faire. Il faudrait qu'à un certain niveau de nos responsables, qu'on puisse se mouiller, qu'on puisse avoir le courage suffisant de poser la problématique sur la table et de dire stop, il va falloir qu'on prenne le sujet à bras-le-corps. Donc là, ça veut dire que si on prend juste le calendrier 2030 qui nous est imposé par l'organisation d'une Coupe du Monde, ça veut dire que les communicants de ce projet vont devoir s'atteler à la tâche avant d'aller live dans les différents pays pour vendre cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette narration, elle devient une urgence finalement, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça devient une urgence. Maintenant, il faut créer cette urgence. Il faut la créer.
Comment? Je pense que déjà la première des choses, il faut que les professionnels du domaine, du secteur de la communication puissent prendre la parole assez rapidement, monter au créneau, heu, porter le discours qu'il faut porter et sensibiliser pardon, qui de droit. Sur une échelle de 0 à 10, Ouais. si je reviens à l'industrie, Mmh. quelle est la prise de conscience de l'industrie sur la mutation inexorable de son métier? 2/10. Comment tu l'expliques? C'est là encore, on est dans le fait. Alors, quand tu parles d'industrie publicitaire ou de l'industrie, d'une manière générale? L'industrie de la com, hein. Non, l'industrie de la com, pardon. Autant pour moi, je me corrige. L'industrie de la com est consciente de ce sujet, je dirais à 9/10. OK. Surtout dans les enseignes, publicitaires historiques, dans les grandes agences qui ont, travaillé, qui continuent de travailler beaucoup pour des grandes institutions, pour des causes nationales et cetera, pour des grandes marques aussi. Elles sont parfaitement conscientes. Il faut qu'à aujourd'hui, tout simplement, que, cette industrie, pose sur la table cette problématique, se penche dessus et comprenne surtout une chose, c'est que ce n'est pas en faisant de l'endogamie et de l'entre-soi qu'on va régler ce problème. Ce problème pourra être réglé, taclé, affronté en s'ouvrant à d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, à d'autres compétences qui sont très complémentaires par rapport à nous, qui sont des compétences, comme je disais, dans la sociologie, dans la politique, dans le journalisme, dans le droit, et cetera, et cetera. Et c'est là où on pourra arriver à des choses intéressantes, publier, éditer, organiser des conférences, former, informer, et cetera, et cetera. Tu sembles faire la différence entre l'industrie, on va dire, organique de la com et celle de la publicité. Et le spontané du 2, c'était par rapport à l'industrie publicitaire? Non, non, ce que j'ai dit au début. Ouais. Ce que j'ai dit au début. Non, c'est par rapport à la prise de conscience de l'industrie marocaine, dans le sens absolu, enfin pas publicitaire, de l'industrie du En général. tissu industriel marocain, où c'est pas qu'ils sont pas conscients, c'est que ce n'est pas encore une priorité. Tout simplement parce que nos dirigeants, on est dans le guidon à gérer bon an, mal an, le quotidien, le court terme. Et donc, par conséquent, on a tendance à reléguer au second rôle le moyen et le long terme, alors que c'est une vague qui risque de nous frapper de manière assez méchante. On a une séquence qui s'appelle À cœur ouvert, hein, qui arrive à la fin du podcast. Il y a 3 questions à tirer ici. Tu vas me les tirer et tu vas me les donner. Je vais te les lire. Et ensuite, là, tu peux pousser. Je peux pousser. Ouais. Voilà. Alors, on va prendre ça et ça. Voilà. Thank you. Thank you. Et après, moi, j'en prends une 4e, bien sûr. J'ai le droit. ما كاين مشكل. مرحبا. Alors, quel a été ton plus grand doute et qu'as-tu choisi d'en faire? Écoute, réformiste que je suis et sagement rebelle, mon plus grand doute était, on parle dans l'absolu, pas forcément professionnellement, mon plus grand doute était de se marier. Ça a été mon plus grand doute. Allais-je me marier ou pas? Et Dieu merci, j'ai décidé de me marier, je suis tombé sur une femme exceptionnelle. Là, tu es en train de te rattraper, là. Exactement. Exactement. C'est un vrai doute. Et ben, c'était un vrai doute, mais là, je le dis en toute Magnifique, sincérité. ouais. Je le dis en toute sincérité. Je pense que tu as dit à cœur ouvert. Ouais, absolument. Je le dis à cœur ouvert. La première des choses qui me vient spontanément, c'était est-ce que le mariage est un passage obligé? Est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement? Est-ce qu'on ne peut pas vivre en concubinage? Est-ce que c'est pas juste une construction sociale Absolument. qui nous a été imposée? Et ça a été un vrai questionnement, un vrai doute. Et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui questionne les ordres établis.
Et donc ça a été un grand questionnement et finalement, voilà. Donc c'est pas franchement, c'est pas Magnifique. pour me rattraper parce que j'en ai pas parlé au début, mais tout simplement ça a été ça et je ne l'ai pas regretté. Magnifique. Bah, tu as de beaux enfants, donc ça va. Donc, ouais, Ils sont extraordinaires, ils sont ma plus grande fierté, je les adore. magnifique. Qu'est-ce que tu n'as jamais dit en public, mais que tu portes depuis longtemps en silence? Je n'ai jamais dit en public que j'aimais ma femme. C'est vrai? Ouais, Ah, je pas ne l'ai cool. jamais dit en public. Je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Mais là, il faut lui dire. Bon, c'est déjà fait, Ok. c'est déjà fait. Et là, je passe du rien au tout. Et c'est ça. Puis, je n'ai jamais dit en public ce que j'ai dit en début de cet entretien. Je peux t'assurer, mon cher Jamal, que c'est la première fois que je me mets à nu de cette façon-là. C'est dire la confiance que j'ai et le plaisir que j'ai à avoir cet échange avec toi. Bah, merci en tout cas pour cette authenticité, puisque c'est celle qui est vraiment recherchée à travers cette conversation. Et je vois bien que dans tes yeux, l'émotion que tu es en train de vivre en ce moment. Une autre question qui est intéressante pour toi, parce Mhm, que je sais que tu es quelqu'un qui tourne autour du pulpe, surtout du mhm, sens. mhm. Quel moment de ta vie a tout changé, sans que tu ne le saches sur le moment? Moment de ma vie qui a tout changé. Oui, il y a eu, moi, j'aurais beaucoup de difficultés à répondre à cette question parce que le changement était permanent dans ma vie. Tout a été question de changement. Et tout a été changement, ça a été des changements subis et des changements voulus. Euh, le changement était une constante dans ma vie. Il y a eu énormément de changements. Un changement subi par la perte de proches, un changement subi lorsqu'il fallait quitter le pays pour aller à l'étranger, un changement subi lorsque je suis passé du monde de l'annonceur au monde du conseil. C'était un changement énorme. Donc c'était des changements continus et entre-temps, il y avait des micro-changements. Donc pour moi, peut-être ce qui me définit aussi, c'est le changement. Donc, et à chaque changement, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Dernière question. Et si c'était à refaire, changerais-tu quelque chose? Honnêtement, rien. Je ne changerai absolument rien. Je garderai les choses telles qu'elles le sont. S'il y a des choses à changer, oui, il y en a beaucoup, mais c'est dans l'avenir que je ferai de sorte à ce que ça change. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé partager avec moi aujourd'hui que tu n'as pas eu le temps de faire? Non, j'ai tout dit. J'ai absolument tout dit. Non, quelque chose à partager. Non, non, non. Non, non, j'ai absolument tout dit. Je te remercie pour cette magnifique conversation. Je pense qu'on a voyagé pas mal sur cette conversation, du personnel au professionnel, sur ta vision aussi, ta lecture, en tout cas du Maroc, et du monde en général. Et je sais que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la spiritualité. Je te souhaite beaucoup de succès, un excellent Ramadan qui démarre à peine. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, Jamal. Merci infiniment.